OK, bon, on va pouvoir y aller. Et ben, bonjour à tous. Merci de vous connecter ce soir, pour ce webinaire commun entre le club, des cardiologues en formation et le club des jeunes néphrologues en soutien, institutionnel, de Boриnger. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir un petit peu sur les réseaux sociaux, on va parler de cardiologie et de néphrologie et de cette interaction entre, le rein et le cœur qui est si importante. Et on commencera par, notre ami de Nancy, Guillaume Baudry, qui va nous parler un petit peu des risques cardiovasculaires de la maladie rénale chronique et de son point de vue de cardiologue sur, nos malades rénaux chroniques, à nous, néphrologues. Guillaume, à toi la parole. On va couper nos caméras et puis on te laisse partager ton diaporama. Ton T'as ton micro, micro coupé, Guillaume. ton micro est coupé. N'hésitez pas à poser vos questions aussi au fur et à mesure. On y répondra tout à la fin, et on fera une petite table ronde, tous ensemble. On voit ton Bonjour à diapo, Guillaume? tous. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'excuse, hein, j'ai la voix légèrement enrouée. C'est la saison qui veut ça et effectivement, moi, je vais vous parler du syndrome cardio-rénal dans tous ses états, puisqu'il y a pas mal de nouveautés, en tout cas en ce qui nous concerne du côté cardio, mais aussi, beaucoup du côté néphro. Donc on va passer à travers, en préambule des cas cliniques. Donc juste pour vous rappeler un petit peu, l'importance du syndrome cardio-rénal de façon globale chez nos patients et notamment chez les patients cardiopathes et vous voyez que ça représente, heu, pour la plupart de nos patients, finalement, les patients qui ont un DFG à plus de 70 minutes par minute, c'est une grande majorité des patients qui sont hospitalisés, notamment pour insuffisance cardiaque et ce, que ce soit des hommes ou des femmes et quelle que soit l'ethnie. Donc ça, c'était une énorme cohorte de presque, 400 000 patients et on voit vraiment qu'il y a cette interaction extrêmement forte entre, bah, les patients, insuffisants rénaux chroniques et les patients insuffisants cardiaques avec, ben, l'un qui va donner l'autre et inversement et c'est extrêmement important de voir que cette maladie rénale, elle est associée à un surrisque de mortalité qui est drastique et qui est vrai dans tous les phénotypes d'insuffisance cardiaque, avec probablement une petite différence selon le type. On sait que FREF et MREF se, comportent à peu près pareil. On voit que dès que le DFG passe sous les 60 minutes par minute, on a l'impression qu'on a un surrisque et probablement que dans la population des patients FPEF où, la proportion de patients néphropathes est bien plus importante. On voit que là, on est sur des patients un petit peu plus sévères au niveau rénal et en tout cas, le risque de mortalité parle un petit peu plus tard, plutôt chez les patients qui ont un DFG à moins de 45 minutes par minute. Mais voyez qu'à partir du moment où le DFG diminue, on a une augmentation du risque qui est, quasi proportionnelle et là aussi, c'est quand même intéressant de voir le surrisque de mortalité en fonction, bah, de la sévérité de l'insuffisance rénale dans l'ensemble des patients insuffisants cardiaques. Ça, c'est vrai dans tous les sous-types, hein. À partir du moment où le patient est insuffisant rénal, qu'il fasse de l'insuffisance cardiaque aiguë ou de l'insuffisance cardiaque chronique, ça multiplie le risque de mortalité par 2 et donc ça, c'est vraiment probablement un chiffre à garder, en tête et si on veut aller, donc un petit peu plus loin, là aussi, essayer d'expliquer pourquoi il y a une surmortalité. Bah, bien sûr, une des raisons, bah, plus vous avez de comorbidité, plus le risque de mortalité augmente. Mais si vous vous intéressez aussi à la pharmacopée des patients insuffisants rénaux, et notamment dans l'insuffisance cardiaque, où on avait pris cet exemple-là, vous voyez que dès que le DFG passe en dessous de 90 millilitres par minute, vous avez un retentissement important sur le niveau de prescription, alors même qu'il n'y a aucune contre-indication. Je rappelle que dans les grandes classes thérapeutiques, il n'y a aucune contre-indication au-dessus de 30 minutes par minute et pourtant, vous voyez qu'il y a, pour les MRA, par exemple, une baisse qui est, pratiquement linéaire à chaque fois qu'on a une, baisse du DFG. C'est vrai aussi pour les IEC, les ARA2 qui sont pourtant normalement recommandés quand le DFG baisse. Là aussi, hein, le taux de prescription va baisser et c'est même vrai pour des médicaments qui sont très peu, hem, conditionnés par la fonction rénale comme devraient être les bêta-bloquants. Si on s'intéresse à la triple thérapie et puis à la quadrithérapie qui nous intéresse dans l'insuffisance cardiaque, bah là, vous voyez que c'est encore pire, hein, déjà que c'est pas glorieux pour des patients qui devraient être traités avec une triple thérapie. Bah, vous voyez que, dès lors qu'on a un DFG à moins de 90 minutes par minute, on perd déjà 5 de patients et ainsi de suite, jusqu'à avoir un taux,
extrêmement rare de patients, mais on peut aussi voir le côté positif, c'est que c'est pas exclu d'avoir une triple thérapie, même avec un DFG à moins de 30 ou la dialyse, mais ça reste une exception, très importante et puis probablement que cette exception va encore baisser suite à la publication, là, récente des papiers concernant les MRS chez les patients dialysés. Donc pour parler un peu du syndrome cardio-rénal et ce qu'on avait avant, on avait vraiment les 5 types que vous connaissez, puis finalement, bah, ça, c'est un peu remis en question et c'est en remis en question par l'épidémiologie récente des maladies cardiovasculaires et on sait qu'il y a, un changement de mode de vie qui est extrêmement important et vous voyez que maintenant les, facteurs de risque cardiovasculaire représentent une part extrêmement importante de nos facteurs de risque et c'est associé, vous voyez que ça représente 55 de la mortalité cardiovasculaire ou, des complications cardiovasculaires aux États-Unis, hein, et 20 des décès sont liés aux facteurs de risque cardiovasculaires. Si on s'intéresse à l'Europe, vous voyez que ça représente, globalement de façon homogène, le facteur de risque cardiovasculaire de façon, plus d'un patient sur 2, homme ou femme et puis ces facteurs de risque, sont responsables de 2 des décès chez les femmes et 15 chez les hommes et on sait que dans les années qui viennent, cette différence entre hommes et femmes va baisser et puis surtout, on va se rapprocher des chiffres aux États-Unis où la mortalité sera vraiment drivée par ces facteurs de risque cardiovasculaires et bah, quels sont ces facteurs de risque? Bah, vous le savez, l'obésité notamment et c'est un facteur de risque qui est vraiment mis en avant dans les dernières recommandations, on parle de plus en plus de syndrome cardio, néphrométabolique avec une place majeure du diabète, de l'obésité dans l'évolution du, syndrome cardio-rénal et ça, bah, c'est médié par des facteurs individuels, bien sûr, mais il y a une place majeure des comportements avec là aussi un rôle, bah, des de l'interrelation, hein, notamment on sait que, l'alimentation a un rôle festif, hein. On mange mal et on mange mal souvent quand on est étudiant, quand on a des revenus un petit peu plus faibles. Le rôle, là aussi, bah, de l'école, extrêmement important aux États-Unis et les mesures sociales d'éviter, bah, les distributeurs dans les écoles pour réduire l'obésité infantile, par exemple et puis tous les facteurs sociétaux, là aussi, le niveau éducatif, le niveau de ressources, là aussi, qui va jouer sur toutes ces maladies cardiovasculaires. C'est extrêmement important et pourquoi? Bah, parce que vous voyez que le risque, de mortalité et de maladies cardiovasculaires associés avec ces 5 facteurs de risque, l'obésité, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le tabagisme et le diabète, augmente et il augmente d'autant plus qu'on vieillit. Donc là aussi, il y a un rôle extrêmement important et notamment chez les, sujets jeunes, où plus on va avoir un diabète jeune, plus ça va augmenter notre risque par rapport à un patient, sain et dans cette étude, récente, là aussi, on regarde l'association des complications, que ce soit l'ensemble des maladies, cardiovasculaires avec à gauche, l'homme et à droite la femme. Vous voyez que, bah, plus on a de facteurs de risque, logiquement, plus on va faire des maladies cardiovasculaires. C'est vrai, si on veut un petit peu plus dans les détails pour tout ce qui va être en lien avec l'athérosclérose. Donc bien sûr, vous le savez, c'est des maladies qui augmentent avec l'âge, hein, de 30 à 80 ans, on a une augmentation, mais qui reste finalement assez faible quand on n'a pas de facteur de risque. Vous voyez, ça reste à moins de 10 à 80 ans et puis, bah, plus on va avoir de facteurs de risque, plus le risque va augmenter. On va atteindre 40 chez les hommes et puis, pardon, c'est Women on the Left, 40 chez les femmes et 35 chez les hommes si on a 5 facteurs de risque et puis l'insuffisance cardiaque qui nous intéresse aussi aujourd'hui, bah, vous voyez, on va dépasser les 30 chez les femmes et de façon similaire chez les hommes avec le nombre de facteurs de risque. Donc l'importance de ces facteurs de risque et ça nous amène à parler de ce syndrome cardio-néphro-métabolique où on va avoir vraiment la partie, dérégulation métabolique avec un rôle de plus en plus important des graisses, hein, bien sûr le diabète, mais aussi toutes les graisses et les sécrétions en lien avec l'obésité qu'on appelait historiquement l'obésité abdominale, hein, le syndrome métabolique, même si ça a été très, très longtemps discuté. Toutes les perturbations hémodynamiques qui vont être associées, là aussi, que ce soit au diabète avec la, hem, l'hyperdébit
glomérulaire, mais aussi bien sûr à l'insuffisance cardiaque et puis l'inflammation et ce syndrome inflammatoire qu'on retrouve à la fois dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance rénale chronique et bien sûr dans des maladies inflammatoires, notamment l'obésité et vous voyez qu'il y a surtout un entretien, de ces 3 pathologies qui vont augmenter et favoriser, bah, la fibrose rénale, mais aussi la fibrose cardiaque et donc dans cette mise à jour récente, on insiste vraiment sur cette importance de la potentialisation de l'ensemble de ces facteurs de risque qui vont accélérer la progression, fibrotique des 2 organes et notamment en passant par ces voies inflammatoires, le stress oxydatif et avec une partie spéciale vraiment autour du syndrome cardio-rénal parce que quand le cœur et le rein sont touchés, on verra que ça va vraiment accélérer la pathologie. Si vous êtes passionné de physiopathologie, il y a une publication très récente de, Packer dans le JACC là, qui date, il y a, quelques semaines, publiée durant le congrès européen, de la Société européenne de cardiologie, pardon, où vraiment il associe le syndrome cardio-rénal, en tout cas l'atteinte cardio-rénale dans l'insuffisance rénale chronique et notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, avec un rôle extrêmement important du tissu adipeux et ce qu'il appelle la théorie des adipokines, avec vraiment des sécrétions par les adipocytes de substances extrêmement toxiques qui favorisent, bah, le syndrome cardio-rénal avec sa particularité du sujet obèse et vraiment dans la FPEF et chez l'insuffisant rénal. Un autre concept extrêmement important qui a été, publié, vous voyez, il y a 2 ans, c'est ce nouveau syndrome cardio-néphro-métabolique qui repose sur quelques données scientifiques solides, mais qui est pas totalement validé par la science, qui est encore extrêmement discutée. Ils ont proposé 5 stades qui, encore une fois, méritent d'être étudiés. C'est comme à l'époque du syndrome cardio-rénal par Ronco, il y a 5 stades. C'est intéressant en termes de recherche, c'est intéressant pour essayer de catégoriser les patients, mais c'est extrêmement discutable en termes de physiopathologie. L'intérêt, c'est quoi? C'est de dire: «Bah, attention, méfiez-vous, il y a des patients à risque et ces patients, il faut les surveiller peut-être un petit peu plus attentivement. Il y a un syndrome et on essaye de mettre la lumière sur quelque chose». Il y a bien sûr un rôle industriel derrière parce qu'on dit: «Attention, il est stade 1 d'une maladie, donc il faut le traiter précocement pour qu'il n'évolue pas vers les stades futurs». Encore une fois, c'est intéressant comme concept, on pourra en discuter longtemps, mais voyez dans ce syndrome cardio-néphro-métabolique, finalement tout le monde est inclus. Vous êtes stade 0 si vous n'avez pas de facteur de risque, donc c'est un peu discutable puisque ça marche pour toutes les maladies. Si vous n'avez pas la maladie, vous êtes stade 0. Quel est l'intérêt derrière? Heu Là aussi, c'est peut-être de dire qu'on va mettre un focus sur, la sécurité populationnelle et vraiment d'agir encore plus tôt sur des leviers de prévention pour éviter de rentrer dans le stade 1. Encore une fois, ça mérite d'être étudié de façon plus importante, mais stade 1, c'est l'apparition notamment d'obésité, de surpoids et puis l'intolérance au glucose. Le stade 2, on est déjà dans un stade de maladie métabolique avec l'hypertension, le diabète de type 2, la, la maladie rénale à risque, moyen et à haut risque. Donc, vous voyez que c'est déjà de façon importante et puis l'insuffisance cardiaque arrive tout à la fin, vraiment comme stade 4 avec en stade 3 soit une atteinte, subclinique vasculaire, là aussi, hein, des calcifications sur les vaisseaux notamment et puis, bah, de l'insuffisance cardiaque, peut-être une augmentation asymptomatique des pressions de remplissage, des anomalies à l'échographie VG. Et ils incluent là aussi les patients stade 4 et 5, de la maladie rénale chronique. Donc vous voyez, on a l'impression qu'on a un continuum de risques. Je suis quand même étonné de cette classification parce que tous ces patients-là n'ont pas un niveau de risque équivalent. Un patient jeune avec une fibrillation atriale, notamment du sportif, n'est probablement pas à un risque équivalent qu'un maladie en stade 5, de MRC et donc encore une fois, cette classification, elle est discutable parce qu'elle mélange des facteurs de risque assez différents et un pronostic qui est différent. Cette étude que, j'adore parce qu'elle a enfin publiée par l'équipe de Tours et notamment par Jean-Michel Halimi, elle s'est intéressée à l'ancien syndrome cardio-rénal. C'est-à-dire, est-ce qu'on a d'abord la maladie cardiaque, puis la maladie rénale? Est-ce qu'on a que l'un
l'insuffisance cardiaque ou que la maladie rénale ou est-ce qu'on a les 2 en même temps? Et elle a essayé de regarder finalement le pronostic sur les facteurs de risque cardiovasculaires et cette étude était extrêmement intéressante parce qu'elle montrait finalement, vous voyez, que si vous avez une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque, bah, vous avez déjà un risque qui est extrêmement important à 5 ans, hein, parce que là, sur la mortalité toute cause, à 5 ans, vous êtes entre 30 et 40 quelle que soit la pathologie. Mais vous voyez que si vous avez d'abord la maladie rénale, puis la maladie cardiaque, ou d'abord la maladie cardiaque, puis la maladie rénale, ou les 2, finalement, vous avez un risque qui est homogène dans ces 3 sous-populations et ce risque, il est dramatique, hein, puisque à 1 an, vous êtes à, allez, 30 plus de 30 de mortalité. À 2 ans, on était à plus de 40 et puis à 5 ans, vous êtes autour de 60 et ça, c'est vrai si vous regardez la mortalité cardiovasculaire, où finalement vous avez les patients uniquement néphropathes qui sont un petit peu plus bas, l'insuffisance cardiaque qui est au milieu et puis après vous avez un paquet avec le syndrome cardio-rénal, finalement, quel que soit l'ordre d'installation. Donc, est-ce que ça vaut le coup de séparer, bah, finalement le type 2 du type 4 et cetera? Bah, c'est très discutable parce que le risque, il est assez similaire. Si vous regardez le risque de dialyse ou transplantation rénale, bah, vous avez les insuffisants cardiaques qui sont en bas avec un risque qui est quand même assez limité normalement à 5 ans, on est à 5 à peu près. Par contre, pour tous les autres, vous voyez que le risque, il est très homogène avec une augmentation qui est linéaire au cours du temps et qui atteint 20 à 5 ans. Si vous regardez l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, bah, les patients néphropathes, on est à 20 à 5 ans, hein, donc c'est quand même assez important finalement. On est autour de 40 pour les insuffisants cardiaques. Donc, ils vont récidiver dans 4 cas sur 10 à 5 ans. Et par contre, à partir du moment où vous avez l'atteinte cardiaque et rénale, c'est extrêmement fréquent et ils ont vraiment un risque très important d'avoir ces complications. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça concerne aussi l'infarctus du myocarde, donc la maladie cardiovasculaire au sens large. Et vous voyez que vous avez des courbes qui sont totalement superposées pour l'atteinte d'un seul organe. Et ça, c'est quand même magique, hein, parce que les données du SNTS, elles ont un manque de granularité, mais elles apportent vraiment des choses vraiment intéressantes. Et ces patients-là, à partir du moment où il y a une maladie cardiaque ou rénale, vous voyez qu'il y a un risque de faire des événements ischémique qui est important et qui est similaire finalement, que ce soit l'infarctus ou l'AVC et quand vous avez les 2 organes, vous doublez, globalement ce risque dans les 2 populations. Donc vraiment attention et finalement, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Je vous ai dit que les Américains parlent beaucoup du syndrome cardio-néphro-métabolique, mais il faut aussi prendre en compte l'atteinte des 2 organes. Quand vous avez un seul organe malade, vous n'avez pas le même niveau de risque et quels que soient les outcomes cardiologique, néphrologique ou combiné, vous doublez ce risque et il y a des auteurs et je vous ai mis, bah, notamment Zoccali, mais aussi, Jean-Michel Halimi à Tours en France ou Fayez Zanad côté cardiologie, qui proposent d'appeler ça le désordre, chronique cardiovasculaire et rénal. Pourquoi? Bah, parce qu'ils montrent que le type 2 et le type 4 finalement, eh ben, on peut probablement le rassembler sous une seule entité et qu'ensuite, il faut parler d'insuffisance, cardiaque aiguë, d'insuffisance rénale aiguë ou de lésion rénale aiguë selon la le wording qu'on veut utiliser et puis on isole encore le type 5 avec notamment des cas particuliers comme le sepsis et cetera et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où le rein et le cœur sont atteints, on rentre dans une autre pathologie qui est beaucoup plus complexe à gérer qui a un pronostic beaucoup plus sévère et ça, le syndrome cardio-néphro-métabolique n'en tient pas compte. Vous voyez, on a le type 5 quand on a l'insuffisance cardiaque, mais probablement qu'il manque un 6 avec cette atteinte cardio-néphrologique qui change le pronostic de vos patients. Et ça, c'est rappelé un petit peu ici, finalement, au début de la maladie, le risque cardiovasculaire, il est vraiment drivé par les facteurs de risque. On est, si vous voulez, dans le syndrome cardio-néphro-métabolique avec le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique. C'est ça qui va conditionner le pronostic des patients. Puis quand on rentre dans une seule maladie, l'insuffisance rénale ou l'insuffisance cardiaque, ce risque augmente nettement. Et puis quand il y a les 2 organes, bah là, on est encore sur un palier supérieur. Donc vous voyez qu'on a 3 étapes dans, la maladie et on en est à la des dernières
discussion des dernières découvertes en termes de physiopathe au niveau rénal. Donc si on s'intéresse rapidement à la prise en charge, parce que c'était peut-être pas l'objectif totalement de cette présentation, mais c'est vraiment de dire: on se focalise sur les facteurs de risque, il faut les prendre en charge, c'est extrêmement important. Mais vous voyez qu'on va essayer d'aller très précocement dans la prise en charge des patients finalement. On va screener les patients qui ont un DFG à plus de 60 et puis qui n'ont pas d'albuminurie, hein. Je rappelle vraiment l'importance d'aller rechercher une microalbuminurie et de ce ratio albumine sur créate qui est vraiment très important pour détecter une maladie rénale précoce et très rapidement, on va traiter, hein, à partir du moment où il y a une albuminurie ou il y a une baisse du DFG inférieur à 60 minutes par minute, on va y aller. Ça, c'est vraiment pour les patients néphropathes isolés. Bien sûr, dans l'insuffisance cardiaque, on y reviendra tout à l'heure, ça va être, selon le phénotype. Donc sur le traitement, je vais passer vite parce que c'est quelque chose que je pense vous connaissez bien. L'étape numéro 1 des patients ayant une MRC, les recommandations CADICO, c'est vraiment les SGLT2. Là aussi, il n'y a pas à discuter, on a un niveau de preuve qui est extrêmement important. C'est la thérapie de première ligne. Le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire et notamment les inhibiteurs du système rénine-angiotensine chez les patients qui ont une pression artérielle avec un objectif d'être en dessous de 120 millimètres de mercure. Le contrôle de la maladie cardiovasculaire par les statines. Et puis, on y reviendra, les GLP1, les agonistes des récepteurs au GLP1 dans les indications qui sont encore l'obésité et le diabète, pas tout à fait aux mêmes doses. Les MRA non stéroïdiens, là aussi, selon l'indication, et on y reviendra tout à l'heure, diabète de type 2 avec hypertension, et puis là aussi des choses un petit peu plus complexes en deuxième ligne, là aussi, si vous n'arrivez pas à contrôler la pression artérielle. De l'autre côté, puisque je vous ai dit, ces patients, ils ont vraiment il y a un nombre de patients qui aura à la fois la maladie rénale et l'insuffisance cardiaque, donc c'est important de connaître les 2. Que disent les cardiologues? Bah, si vous voulez être dans la prévention de l'insuffisance cardiaque chez vos patients et notamment chez les patients, néphropathes, 2 classes thérapeutiques, les SGLT2 inhibiteurs avec un très fort niveau de preuve, là aussi pour réduire le risque d'insuffisance cardiaque et de mortalité cardiovasculaire. Et puis, la finérénone qui est malheureusement pas, disponible actuellement en France, là aussi, pour réduire, là aussi, bah, essentiellement le risque d'insuffisance cardiaque. Un niveau de preuve moins important, actuellement sur la mortalité cardiovasculaire, même si on a des méta-analyses, de méta-analyses et cetera et qu'il y a quand même des signes extrêmement encourageants. Si votre patient a de l'insuffisance cardiaque, on rentre dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque. Vous traitez selon le, phénotype. Si c'est d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite ou, modérément réduite, vous avez bien sûr les glyphosines avec un niveau de preuve extrêmement important. Et puis là aussi, on rejoint vraiment de façon assez rapprochée les recommandations des néphrologues avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, un niveau de preuve très fort en FREF, un peu moins important chez ceux qui ont une fraction modérément réduite, mais il faut quand même les prescrire en classe 2B. Et puis en FPF, une seule classe à retenir, les SGLT2 inhibiteurs actuellement, donc dapagliflozine, empagliflozine, là aussi, et puis bah, les diurétiques que pour traiter la congestion. Et on insiste encore sur la gestion des comorbidités. On en arrive à cette diapositive-là, hein, dans la prise en charge du syndrome né cardio-néphro-métabolique, où vraiment il n'y a pas à discuter sur les SGLT2 inhibiteurs, on l'a dit. Sur, les RAS bloqueurs et notamment chez les patients pour contrôler la pression artérielle et quand ils sont néphropathes, il y a souvent de l'hypertension associée, la finérénone et puis on arrive bientôt, chez les patients obèses notamment avec un niveau de preuve qui augmente de plus en plus avec les agonistes des récepteurs au GLP-1. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Attention, vraiment, il y a une augmentation du, syndrome cardio-néphrométabolique. C'est associé à énormément de complications cardiovasculaires et on l'a vu, l'infarctus du myocarde, pardon, l'AVC, mais aussi l'insuffisance cardiaque. Attention, à partir du moment où il y a une atteinte cardiaque et rénale, vous passez dans un niveau de risque qui est extrêmement important, 50 de décès à 5 ans, donc c'est des patients sur lesquels il faut être agressif. C'est pas des patients qu'on peut revoir
une fois par an, tous les 6 mois, en se disant qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire le travail à votre place pour optimiser les traitements. Hem, on a la chance d'avoir les SGLT2 pour lequel on n'a qu'une dose, mais pour certains autres traitements qui sont plus compliqués à mettre en place, il y a plusieurs doses, plusieurs paliers. Donc soyez agressifs dans le suivi. Ayez, là aussi une aide éventuellement, le rôle des IPA qui marche extrêmement bien, notamment, en cardiologie. Ça arrive aussi en néphrologie. Je sais que c'est très développé. C'est aussi développé dans le diabète. Et mon message, final, c'est: sortons d'une prise en charge en silo. Le cardiologue doit être capable de gérer le syndrome cardio-néphro-métabolique et donc savoir gérer la prise en charge du patient néphropathe, savoir gérer le diabète, en tout cas tant qu'il n'est pas extrêmement complexe. Et je vous ai dit, hein, l'accès aux spécialistes est extrêmement compliqué en France, hein, l'accès aux diabétologues. Vous le savez, c'est pas simple, l'accès aux cardiologues, c'est pas simple et donc quand le patient voit un des 3 médecins, que ce soit endocrino, diabète, néphrologue, on doit tous être capables d'optimiser, pas seulement notre petite partie, mais vraiment le patient, le prendre en charge dans sa globalité et je pense que c'est peut-être ça l'intérêt du syndrome cardio-néphro-métabolique, c'est qu'on soit capable de gérer le patient de façon globale et pas seulement en silo. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr disponible pour toute question. Merci Guillaume pour cette belle présentation. On va enchaîner avec les cas cliniques présentés par Antonin et Nance et on fera une session table ronde questions-réponses à la fin. À la fin. D'ailleurs, l'Assemblée, si vous voulez poser vos questions sur le chat, on y répondra à la fin. Merci. Ça fait un module questions-réponses juste en dessous. Donc n'hésitez pas, on n'a pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas au cours du webinaire. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Parfaitement. Parfait. Bah, je vais laisser Nance introduire et puis je vous présenterai après notre cas clinique. Eh bien, merci Antonin, merci à tous d'être là ce soir pour ce webinaire cardio-néphro. Et je dois dire que le Grand Est est représenté en force, puisque entre les orateurs et les modérateurs, on est pas mal du Grand Est. Et de façon tout à fait fortuite, eh bien, c'est deux Strasbourgeois qui vont vous présenter ces cas cliniques. Donc, je suis ravi de partager cette présentation avec Antonin, qui est cardiologue à Strasbourg, et moi, donc, je suis néphrologue à Strasbourg aussi. Et on travaille, ou on commence, enfin, on essaye de travailler ensemble. On a un groupe de travail qui s'appelle Interférence, qui réunit cardiologues, néphrologues, urgentistes et réanimateurs autour des problématiques cardio-rénales sur Strasbourg, avec quelques petits projets bien sympathiques qui sont en train d'émerger, dont on aura peut-être dans un futur webinaire cardio-néphro l'occasion de parler peut-être. Et, et voilà. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui un cas clinique évolutif autour de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et la maladie rénale chronique. Je vais laisser Antonin commencer. Merci beaucoup Nance. Donc effectivement, on voulait vous présenter un cas qui illustre bien cette implication entre les atteintes rénales, les atteintes cardiaques autour d'un patient donc de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Alors, on commence au début, c'est une patiente de 78 ans qui vient aux urgences en pleine nuit pour une dyspnée brutale. On a tous eu ce cas au cours de nos gardes. Elle vous décrit un étouffement accompagné d'une toux, des expectorations rosées. Son entourage constate une grande sueur, une cyanose des lèvres. Dans ses antécédents, vous retrouvez une hypertension. Elle vous dit que ça fait très longtemps, que les chiffres sont souvent très élevés, un diabète, une obésité, pas d'antécédent de coronaropathie connu et pas d'insuffisance cardiaque connue non plus jusqu'ici. Vous faites votre examen clinique et vous voyez à l'examen clinique une pression artérielle augmentée à 190 sur 100, une fréquence cardiaque à 110, une désaturation 82% en air ambiant. Il vient d'arriver avec une fréquence respiratoire assez élevée, 32 cycles par minute, un tirage intercostal, une température normale. Vous auscultez les poumons, vous entendez des râles crépitants bilatéraux jusqu'au sommet et à l'auscultation cardiaque, un rythme régulier. Vous êtes très bon en auscultation, donc vous dites que vous entendez un galop protodiastolique, mais aussi un souffle systolique discret au foyer mitral, et il y a un mini-modème des membres inférieurs. Euh, vous continuez avec des examens complémentaires, un ECG qui retrouve une tachycardie sinusale,
des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche électrique, où il n'y a pas de signe d'ischémie aiguë, vous demandez un bilan biologique qui retrouve les valeurs suivantes, donc en particulier une hémoglobine à 11,2, une créatinine assez élevée quand même à 163 micromoles par litre et des NT-proBNP également assez élevés, 5500 picogrammes par millilitre. Vous faites un gaz du sang qui montre une hypoxémie assez importante, une radiographie du thorax qui retrouve des opacités alvéolaires bilatérales en ailes de papillon, une cardiomégalie modérée, et puis vous êtes cardiologue, donc vous faites un coup d'écho et vous voyez une FEVG qui est préservée à 55%, des volumes ventriculaires gauche normaux, quand même, comme vous le suspectiez à l'ECG, une hypertrophie du ventricule gauche, une dilatation de l'oreillette gauche et des paramètres de remplissage diastolique qui sont altérés avec une élévation des pressions de remplissage et donc une insuffisance mitrale modérée. Et donc vous concluez à un œdème aigu pulmonaire qui vous fait découvrir une insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et donc, on voulait vous décrire la prise en charge de cette patiente, à la fois à la phase aiguë, mais aussi ensuite à plus long terme. Alors, d'abord, quelques mots sur la prise en charge de l'OAP. Vous connaissez les recommandations européennes que je vous ai remises ici, avec en premier, pensez support ventilatoire de votre patient, donner de l'oxygène et, dans certains cas, une ventilation spécifique. Si la pression artérielle est haute, ou en tout cas n'est pas inférieure à 110 mm de mercure, vous pouvez penser aux vasodilatateurs, aux diurétiques, et bien sûr, quand il y a des signes d'hypoperfusion, il faut penser, il faut évoluer sa prise en charge vers la prise en charge d'un état de choc cardiogénique. Ce n'est pas le cas ici. On a des paramètres de ventilation, de ventilation qui sont altérés avec une hypoxémie au gaz du sang, une désaturation en air ambiant. Donc, on va déjà penser à oxygéner notre malade et à le ventiler. Donc, vous voyez ici cet algorithme qui est un petit peu compliqué quand on le regarde comme ça, mais si on y va par étapes, est-ce qu'il y a une insuffisance respiratoire? La réponse est oui chez notre patiente. Et ensuite, dans quelle catégorie on va classer notre patiente? Donc, on a dit qu'on ne voyait pas de signe d'hypoperfusion périphérique, donc on peut éliminer tout ce qui est état de choc cardiogénique et se diriger donc vers le diagnostic qu'on évoquait, c'est-à-dire l'OAP. Et pour l'OAP, il y a deux modes de ventilation qui sont à privilégier, c'est la CPAP ou ce qu'on appelle la ventilation non invasive, qui sont mis en avant dans les recommandations et qui vont avoir des effets bénéfiques sur l'hémodynamique cardiaque, avec en particulier cette augmentation de la pression intrathoracique qui vont permettre, avec, vous voyez, deux modalités que je vais vous décrire tout de suite pour la VNI à deux niveaux de pression et la CPAP. Mais en tout cas, cette pression intrathoracique, elle va permettre de diminuer le retour veineux et donc de diminuer la précharge et dans une certaine mesure également la post-charge de votre ventricule gauche. Et ça va avoir des effets bénéfiques au niveau de l'hémodynamique cardiaque et ça va diminuer la pression intraventriculaire. Donc juste quelques mots sur cette ventilation. La CPAP, ça va vous donner une pression positive continue, comme son nom l'indique, mais ça ne va pas vous donner de support ventilatoire, ce que la VNI à deux niveaux de pression, donc c'est ce qu'on appelle voilà, la VNI ou BIPAP, va vous permettre, avec à la fois une PEP qui va vous donner une augmentation de cette pression intrathoracique, augmentation de la pression intraalvéolaire qui va permettre de contrer la pression hydrostatique et de diminuer cette congestion pulmonaire, et à la fois un support ventilatoire qu'elle va pouvoir donner. Un dernier mot sur les vasodilatateurs avant de passer à toute la partie diurétique. Les vasodilatateurs vont vous permettre, avec en particulier les dérivés nitrés, vont vous permettre une diminution, une vasodilatation surtout veineuse qui va encore une fois vous diminuer la précharge du ventricule gauche et donc vous pourrez avoir recours évidemment aux dérivés nitrés comme le nitrate d'isosorbide, le Risordan, par voie intraveineuse, mais si vous n'en avez pas tout de suite sous la main quand vous prenez en charge un patient pour un OAP, l'astuce, c'est de prendre du natispray et de lui donner quelques bouffées qui va permettre déjà d'avoir cet effet vasodilatateur. Et ensuite, donc, on va passer au diurétique. Et là, je vais passer la parole à Nantes qui va vous décrire cette partie. Donc effectivement, merci Antonin. Donc dans la prise en charge de l'OAP, une des pierres angulaires du traitement, c'est évidemment la décongestion par le rein hein, et par l'adjonction de diurétiques. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu quelques nouveautés, on va dire, dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë, avec notamment les protocoles qui mettent en place des doubles diurétiques d'emblée, effectivement.
Donc, je vais vous présenter le premier qui est Advor, hein. Donc, Advor, c'est un essai clinique qui est paru dans New England en 2022, qui a testé deux stratégies de décongestion. Une stratégie qui était une stratégie classique faite de diurétique de Lens et une stratégie qui associait à ce diurétique de Lens, un diurétique du tube proximal, qui est un diurétique qu'on utilise quand même assez peu en routine clinique et qui a un pouvoir finalement en routine clinique tout seul peu natriurétique, mais ici associé au furosémide en première intention, et donc c'était 3 injections d'acétazolamide 500 mg IV 3 jours de suite, on avait une amélioration du critère de jugement principal qui était le succès de décongestion sans différence sur la mortalité, on va dire, la mortalité toute cause et la réhospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Alors bon, évidemment, l'idée n'est pas de débattre en profondeur de cette étude. Sachez simplement que effectivement, le critère de jugement principal est un critère de jugement à 72 heures, avec un certain nombre de critères un peu complexes qui pourraient être, on va dire, discutables en pratique clinique puisqu'effectivement, à la sortie, on n'observait pas de différence, notamment sur des outcomes plus durs, comme la mortalité et l'insuffisance cardiaque. On peut passer à la diapo suivante. Il y a une autre étude qui a été menée à peu près en parallèle concernant cette association de double diurétique, qui est l'étude chlorotique. Donc l'étude chlorotique, elle n'associait pas l'acétazolamide, qui est donc un diurétique du tube proximal, mais l'hydrochlorothiazide, qui lui est un diurétique du tube distal, et celui-ci se prend péros, il n'y a pas de forme intraveineuse d'hydrochlorothiazide. Et de la même façon, on retrouvait ici, dans une population qui était un tout petit peu plus hétérogène, notamment un peu plus âgée, une bonne réponse en fait de cette association diurétique. Notamment là, les critères étaient un peu différents. C'était la baisse du poids à 96 heures et l'efficacité effectivement par 40 mg de dose de furosémide, où on avait effectivement le fait d'avoir des doubles diurétiques dès la prise en charge, accélérer, améliorer finalement la baisse de poids et la décongestion. Alors la problématique dans chlorotique, c'était la tolérance, notamment la tolérance rénale. Alors ça c'est pareil, on pourrait y revenir beaucoup, mais surtout ben, l'incidence de l'hypokaliémie, hein, qui est liée à la physiologie de l'association de deux diurétiques qui sont hypokaliémiants, à la fois le furosémide et l'hydrochlorothiazide, et l'augmentation de la créatinine, ou en tout cas plus de fonction rénale altérée, mais ça c'est encore à discuter dans la prise en charge aiguë, quelle est la valeur de la créatinine, mais c'est pas le sujet. Et donc, on peut passer à la diapo suivante. Ce qui est important de noter finalement dans cette prise en charge, c'est le potentiel de natriurèse que va vous permettre le rein à la prise en charge d'un OAP, ou en tout cas d'un état congestif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre rein, c'est lui le principal organe qui va assurer la décongestion via l'augmentation de la diurèse et l'élimination du sodium. Mais il y a un concept qu'on appelle l'avidité sodique rénale, qui est la capacité de votre rein à retenir ce sodium et à ne pas pouvoir l'excréter, même avec des challenges diurétiques. Et cette avidité sodique rénale, elle est vraiment multifacette, avec une physiopathologie assez complexe qui va relier à la fois l'inflammation, l'activation du SRA, des tampons sodiques interstitiels, hein, quelque chose qui s'appelle la tamponnade rénale, enfin en tout cas donc la pression veineuse centrale, la façon dont votre rein va fonctionner, l'insuffisance rénale chronique qui va influencer cette capacité au rein à éliminer le sodium. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'importance dans les stratégies de décongestion. Et une façon assez simple d'apprécier cette avidité sodique rénale à la fois à la prise en charge et durant votre challenge diurétique, c'est de mesurer la natriurèse tout simplement. Et donc, on commence à avoir effectivement une bonne de quelques preuves qui nous disent que évaluer la natriurèse dans ces situations-là va être quelque chose qui va permettre d'améliorer la prise en charge du patient. Et ce que vous voyez ici, c'est une analyse post-hoc de l'essai Advor que je vous ai présenté plus haut. Eh bien, c'est que vous pouvez évaluer le succès de la décongestion avec votre stratégie. Ici, on a mélangé les gens dans les deux groupes avec le dosage de la natriurèse à la prise en charge.
Vous avez ici, quand les gens arrivent avec une natriurése verrouillée, enfin, on va dire verrouillée dans le sens où elle est très, très basse à la prise en charge, eh bien, le potentiel, de décongestion chez ces patients, il va être limité avec un succès de décongestion qui va être proportionnel, en fait, inversement proportionnel à la natriurèse, du patient et vous voyez que quand vous arrivez ici, en natriurèse cumulée, dans les premières 24 heures à, potentialiser cette natriurèse, vous avez un succès de décongestion qui est plus important. Et donc cette natriurèse, c'est une pierre angulaire assez importante, de la prise en charge, de votre management diurétique. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, finalement, ici, globalement, qu'est-ce que je voulais non, tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, c'était la même étude, désolé. Et donc ce qui est intéressant, c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que vous avez ici pareil, une gradation assez intéressante sur, la probabilité de décès et la réadmission pour, insuffisance cardiaque en fonction de cette natriurèse, où vous voyez très bien que quand vous avez une natriurèse qui est très basse à la prise en charge, vous avez des patients qui ont une grande avidité sodique, hein, donc plus la natriurèse est basse, plus le rein est avide de sodium, même dans une situation où il devrait est en surcharge, donc on devrait avoir une natriurèse importante. Et donc, si vous avez un malade avec une avidité sodique très importante, ce patient sera résistant au diurétique à votre prise en charge et aura plus de chances de décéder, très probablement parce que son rein est plus altéré, sa situation cardio-rénale est plus grave, et donc ce patient est plus à risque de décéder ou d'être réhospitalisé. Et donc vraiment, un message, vous allez voir après quelques diapos, c'est vraiment challenger de cette natriurèse, c'est un paramètre important. Tu peux passer à la diapo suivante. Ça, c'est une autre étude qui a regardé effectivement l'avidité sodique rénale dans la prise en charge. Et donc, c'est une étude post-hoc de l'étude Rose AHF. Et dans cette étude, qui était ici simplement l'évaluation par rapport à l'avidité sodique rénale, et ici je vous mets les différents résultats simplement après avoir dosé le sodium urinaire au moment du début de la prise en charge. Vous voyez très bien qu'on retrouve un petit peu le même pattern que dans l'étude post-hoc d'Advor. C'est que ici vous avez trois groupes, hein. Un groupe qui a une avidité sodique rénale très haute en rouge, intermédiaire en bleu et faible en jaune. Et vous voyez très bien que quand l'avidité sodique rénale est très importante en rouge, vous avez besoin ici, donc là vous avez besoin de plus de sodium. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je ne pense pas. Donc je vais essayer de vous montrer ici. Vous avez ici, non, je ne sais pas si vous voyez, bref, peu importe. En tout cas, vous avez besoin de plus de furosémide chez ces patients-là. Vous avez moins de baisse pondérale de perte de poids dans les 72 heures. Et vous avez donc tous ces ratios qui sont reliés effectivement au succès de votre stratégie diurétique, qui vont être en fait liés et lié à l'avidité sodique rénale. Donc, c'est un paramètre à prendre en considération. Je peux passer à la diapo suivante. Et donc là, je laisse la parole à Antonin pour la suite. Merci Nance. Donc là, on a fini cette prise en charge en aigu. Maintenant, on avait évoqué le diagnostic qu'on proposait pour cette patiente en OAP sur une découverte d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et donc, on voulait vous dire quelques mots sur la définition et le diagnostic de cette insuffisance cardiaque à FEVG préservée, ou HFpEF en anglais. Donc, tout le monde connaît la définition facile, basée, comme son nom l'indique, sur la FEVG. Quand il y a une insuffisance cardiaque avec une FEVG supérieure à 50%, eh bien, c'est une insuffisance cardiaque à FEVG préservée. En pratique, c'est évidemment plus complexe parce que des patients qui présentent des signes qui pourraient être de l'insuffisance cardiaque, comme par exemple une dyspnée, avec une FEVG préservée, il y en a beaucoup. Et donc, il faut aller un petit peu plus loin pour faire le diagnostic. Et notamment, vous le voyez ici, ce qui est proposé, c'est des paramètres de dysfonction diastolique du ventricule gauche, une élévation des pressions intraventriculaires gauche et éventuellement recours aux peptides natriurétiques. Alors, voici un algorithme que je trouve pas mal pour avancer dans les étapes de ce diagnostic en fonction des cas pour les patients avec une suspicion d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Lorsque vous avez en particulier une dyspnée que vous n'arrivez pas totalement à expliquer, associée à une FEVG qui est supérieure ou égale à 50%. La première chose, évidemment, c'est de rechercher des diagnostics différentiels
évidemment en dehors du spectre cardiaque, mais aussi au sein du spectre cardiaque. Il peut y avoir des patients qui ont des signes d'insuffisance cardiaque avec une FEVG préservée, avec une cause potentiellement curable, par exemple une maladie péricardique, une cardiopathie infiltrative, une cardiopathie hypertrophique, une valvulopathie ou encore une insuffisance cardiaque droite plus ou moins isolée. Si ce n'est pas le cas, vous progressez vers la présence, la recherche de signes de congestion au repos, évidemment à l'examen clinique, mais vous pouvez vous aider de l'imagerie. On a utilisé la radiographie du thorax chez notre patiente, qui peut nous donner des indices de congestion au niveau pulmonaire, mais également l'utilisation des biomarqueurs avec les peptides natriurétiques qui étaient aussi chez notre patiente particulièrement augmentés. Si vous n'arrivez toujours pas à conclure à ce stade, vous allez pouvoir avoir recours à un certain nombre de scores, de probabilités d'une HFpEF. Je vais vous en montrer deux tout à l'heure. Et si l'utilisation de ces scores vous laisse encore dans la zone intermédiaire, dans la zone grise, vous pouvez avoir recours à ce moment-là à l'effort, à l'utilisation de tests de stress, soit invasifs, soit contre-invasifs avec l'écho. Alors voici les scores dont je vous parlais. Il y en a deux qui sont particulièrement proposés dans la littérature. Le score plutôt américain à gauche, avec en particulier des paramètres cliniques et échographiques, et le score proposé par l'Association européenne d'insuffisance cardiaque, avec des paramètres plus échographiques et les biomarqueurs. Je vous laisserai regarder ces scores tranquillement. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction du chiffre que vous avez à la fin, en additionnant les différents critères que vous avez chez vos patients, vous pouvez avoir une probabilité faible qui rend improbable ou très peu probable le diagnostic d'HFpEF, une probabilité élevée qui le rend très probable, et la zone intermédiaire entre les deux. Et ça, c'est les patients chez qui je vous disais, vous pouvez aller vers des tests de stress, soit invasifs, soit non invasifs. Il y a différents paramètres que vous allez utiliser, notamment, donc, je vous parlais des paramètres échographiques, la masse ventriculaire gauche, le volume de l'oreillette gauche, qui sont très importants, le E sur E' à l'échographie, qui vont vous donner des indices de fonction diastolique et de pression dans votre ventricule gauche, et bien sûr les biomarqueurs, le BNP ou le NT-proBNP. Une diapositive juste sur ces diagnostics différentiels de l'HFpEF qu'on pourrait dire primaire, avec dans ces cas-là des signes d'insuffisance cardiaque, une FEVG préservée, mais une cause potentiellement curable qui explique les signes: maladie péricardique, insuffisance au niveau ventriculaire droite, maladie de surcharge, cardiomyopathie hypertrophique, maladie péricarditique, on l'a dit. Donc tout ça, vous devez évidemment les rechercher. L'échographie jouera un rôle central, mais avant d'évoquer le diagnostic d'HFpEF primaire, on pourrait dire, il faut évidemment éliminer ces diagnostics. Et donc juste une figure que j'aime bien aussi pour résumer cette démarche diagnostique pour l'HFpEF. Vous commencez avec votre suspicion, avec des signes d'insuffisance cardiaque associés à une FEVG préservée, supérieure ou égale à 50%. Vous cherchez les causes secondaires potentiellement curables que vous éliminez, et ensuite vous allez voir s'il y a des signes de surcharge au repos d'abord, à l'échographie, les biomarqueurs, et s'il y a besoin, vous utilisez vos scores de probabilité de diagnostic, et s'il y a besoin, vous mettez vos patients à l'effort avant de pouvoir confirmer ce diagnostic d'HFpEF. Alors, suite du cas clinique, en pratique, notre patiente elle est admise à l'USIC, après stabilisation, tout s'améliore plutôt bien. Après 48 heures, elle est transférée en service conventionnel pour prise en charge, poursuite de la prise en charge et bilan étiologique de tout ce qui lui arrive. La dyspnée est rapidement améliorée, vous pouvez diminuer l'oxygène, la pression artérielle se stabilise sous bithérapie antihypertensive adaptée, et il y a une disparition progressive des signes congestifs, une baisse de poids grâce au traitement diurétique que Nance a mis en place. Vous continuez à faire votre surveillance biologique, et puis vous voyez que la créatinine se maintient à des chiffres assez élevés, avec le reste du bilan biologique que vous voyez ici. On a bien écouté le topo de Guillaume, donc on a fait une albuminurie qui revient augmenter aussi, et puis devant cette altération des paramètres rénaux, vous faites une échographie rénale qui vous répond rein de petite taille, pas d'obstruction. Donc, Nance, qu'est-ce qu'on fait à ce stade chez notre patiente, chez qui on a diagnostiqué un OAP, une HFpEF, et on est face à une altération de sa fonction rénale? Alors effectivement, la GFPEF, c'est quelque chose qui parle pas forcément beaucoup encore aux néphrologues, et pourtant, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, à la fois dans la population générale
puisque l'épidémiologie, c'est 50% à peu près des insuffisances cardiaques. Et on a, nous, de notre côté, la maladie rénale chronique qui concerne environ 9 à 15% des adultes dans le monde, avec probablement une estimation c'est une estimation à la louche, puisqu'il y a probablement beaucoup de gens qui présentent une maladie rénale chronique, hein. Il n'y a pas nécessairement que l'altération du DFG, mais il y a aussi des altérations de l'albuminurie, de la morphologie rénale. Et, et donc, on a deux pathologies qui sont quand même assez représentées dans le spectre des pathologies mondiales. Et il y a des chiffres qui sont intéressants. C'est que quand vous avez une maladie rénale chronique, vous avez 30% de cette population qui présente une insuffisance cardiaque et vous avez seulement quasiment 5% ou 5-6% de la population qui présente une insuffisance cardiaque si elle qui n'a pas de maladie rénale chronique. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et cette insuffisance cardiaque, et notamment l'HFpEF, concerne environ un malade sur deux qui a une maladie rénale chronique. Les facteurs de risque qui vont y être associés, c'est évidemment des facteurs de risque essentiellement cardiovasculaires, avec l'âge, une surreprésentation chez la femme, chez les patients hypertendus, diabétiques, obèses, comme vous l'a dit Guillaume, il y a un lien très fort entre ces organes et notamment les processus de fibrose. Et aussi la présence d'une fibrillation atriale va être quelque chose qui va, chez le patient MRC, être à risque de développer une HFpEF. Tu peux changer de diapo. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, et ça c'est quelque chose qui vous a été présenté avant, mais d'une autre façon, quand on va regarder uniquement ces patients qui ont une fraction d'éjection qui est préservée, en tout cas dans cette étude qui est probablement plutôt modérément altérée à non altérée, le fait d'avoir une insuffisance rénale va multiplier le risque de mortalité par rapport aux patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Tu peux passer à la diapo suivante. Et ici, on va voir une donnée qui est assez intéressante pour vous montrer à quel point, finalement, en tout cas en tant que néphrologue, on ne peut pas être rassuré d'une fraction d'éjection qui est normale chez nos patients. Ici, vous avez une étude qui vous montre la différence, qui stratifie les patients selon à la fois leur diagnostic d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire soit une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, soit à fraction d'éjection préservée, mais aussi leur DFG. Et vous voyez très bien que dans la population insuffisante rénale chronique, à savoir un DFG inférieur à 60, la mortalité est la même que vous ayez été diagnostiqué d'une HFrEF que d'une HFpEF. Ce qui veut dire que ces patients-là sont tout autant à risque cardiovasculaire et de mortalité que les patients que vous allez identifier de façon assez simple comme étant insuffisants cardiaques, puisqu'ils ont une fraction d'éjection qui est inférieure à 45%, ou en tout cas qui sont bien identifiés. Donc finalement, aujourd'hui, le vrai challenge pour nos malades rénaux chroniques, c'est de se dire qu'un patient sur deux que vous voyez en consultation doit avoir ce diagnostic. Donc, il faut vraiment, de toute façon, que ces patients soient vus par les cardiologues et que, évidemment, les cardiologues puissent avoir tous les critères diagnostiques et puissent faire ce diagnostic d'HFpEF. Tu peux passer à la diapo suivante. Qu'est-ce qui va relier finalement ces deux organes et ces deux pathologies? Alors, il y a plein de choses, évidemment. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire entier, hein, n'hésitez pas. Mais en tout cas, il y a un lien très fort entre ces deux organes et notamment dans les processus qui vont amener à leur dysfonction. Et finalement, HFpEF et insuffisance rénale chronique vont partager un certain nombre de processus pathologiques qui vont emmener au remodelage. Et l'insuffisance rénale chronique, en tout cas la dysfonction rénale, elle va entraîner un certain nombre de choses. Ça a été montré dans des modèles animaux, mais aussi dans des cohortes. Enfin, bon, il y a pas mal de données qui commencent à s'accumuler. C'est encore un champ très, très mouvant. Mais vous avez vraiment un rôle clé de l'activation neuro-hormonale. On verra, ça fait partie des pierres angulaires du traitement, et notamment les bloqueurs du SRA et le système, enfin en tout cas tout ce qui va être l'angiotensine et l'aldostérone. Vous avez l'insuffisance rénale chronique, elle induit une cardiopathie qui lui est propre, en tout cas un phénomène de remodelage cardiologique via l'inflammation et l'augmentation du stress oxydatif avec des très belles démonstrations translationnelles autour du FGF23, autour du TGF-bêta, il y a énormément de littérature semi-récente et récente qui montre bien que les altérations de la fonction rénale induisent de l'inflammation, de l'accumulation de toxines, et donc tout ça va avoir un effet direct sur le cœur.
vous avez une partie qui est hémodynamique avec la congestion veineuse et l'augmentation de la pression veineuse intrarénale. Et ça, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque qui va entraîner la dysfonction rénale via le mauvais retour veineux. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez évaluer par quelque chose qui s'appelle le Doppler veineux intrarénal, qui est une très bonne façon de voir comment circule le sang dans le rein et savoir si votre rein fonctionne correctement. Et en fait, ce cercle vicieux qui va aller les organes va entraîner la fibrose myocardique, qui in fine va faire le lit de cette dysfonction. Tu peux passer à la diapo suivante. Et donc la prise en charge de la maladie rénale chronique, alors là, je vais la distinguer de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, mais vous allez voir que finalement, on va arriver entre néphrologue et cardiologue à avoir des points d'accord sur la façon de prendre en charge nos patients. Et finalement, vous allez voir que si vous prenez bien en charge votre maladie rénale chronique, effectivement, si vous êtes passé à côté du diagnostic d'HFpEF, bah, finalement, vous n'allez pas être complètement à la rue. C'est mieux de le faire, mais globalement, vous allez pouvoir avoir les traitements. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est donc, Guillaume vous l'a montré, c'est un petit peu le petit pense-bête pour savoir si oui ou non je dois traiter les patients qui ont une maladie rénale chronique, en tout cas une altération du DFG et ou une albuminurie. Ce qui est sûr, c'est que le risque d'évoluer vers la maladie rénale chronique terminale, là, vous allez voir, il est très corrélé au risque de faire des événements cardiovasculaires. Vous avez exactement les mêmes cartes avec le risque cardiovasculaire et l'évolution de la maladie rénale chronique. Donc en fait, vous avez un risque qui est pas linéaire, même qui est plutôt exponentiel avec l'élévation de l'albuminurie. L'albuminurie, c'est un marqueur de dysfonction quand vous avez une albuminurie de rang A1 ou de rang A2 faible, de dysfonction endothéliale. Et quand celui-ci va augmenter, effectivement, vous allez avoir des lésions rénales qui vont être caractérisées. Et puis la baisse du DFG, effectivement, elle est reliée pareil de façon exponentielle à l'augmentation du risque cardiovasculaire et au risque aussi d'évoluer vers la défaillance rénale, qui est le stade ultime qu'on appelle maintenant kidney failure, donc défaillance rénale et plus insuffisance rénale chronique terminale pour des raisons de nomenclature, parce que si on ne change pas de nomenclature, je pense que les gens rentrent en combustion spontanée. Donc, ce qui se passe, c'est que plus vous avancez dans cette maladie rénale, plus vous allez avoir besoin de traiter. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Et évidemment, donc celle-ci, dans la prise en charge de la maladie rénale chronique, la première pierre angulaire, c'est évidemment les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. C'est eux que vous devez mettre en place le plus rapidement possible. En tout cas, dès que vous avez une microalbuminurie, une hypertension artérielle ou une maladie rénale chronique inférieure à 60 de DFG, ce sont des médicaments qui ont prouvé leur intérêt sur la réduction du risque enfin, en tout cas pour le ralentissement de la perte, de la dégradation de la fonction rénale. Et puis, depuis quelques années, on a évidemment les inhibiteurs du SGLT2 qui sont arrivés. Et ici, c'était une mise au point qui a été publiée il y a quelques années par les 3 sociétés savantes, à la fois de néphro, de cardio et d'endocrino, sur quand est-ce qu'il faut mettre les glyphosines. Et en fait, la réponse est finalement assez simple. On les met à tout le monde, sauf finalement les maladies rénales chroniques avec un DFG préservé et sans protéinurie. Cela, il y aurait peut-être un intérêt à protéger quand même leur progression rénale, mais on est complètement très très en amont des essais cliniques qui l'ont montré. Et donc finalement, l'introduction des bloqueurs du SRA et maintenant des IAGLTE doit être faite de façon rapprochée. Et pour une grande partie finalement des malades de la sphère rénale chronique, les protéinuriques à partir du rang A2, et puis les insuffisants rénaux à partir de 60 de DFG. Aujourd'hui, donc, quand a été publié ce papier, on était finalement jusqu'à 20 DFG, puisque l'empagliflozine va jusqu'à 20 DFG, et puis la dapagliflozine à 25 de DFG, puisque c'est comme ça que ça a été fait dans les études. Cependant, il y a des données qui montrent qu'aujourd'hui, même en les introduisant de façon plus tardive chez des patients qui ont une insuffisance rénale avancée, on garde de l'intérêt. Et donc, ce sont des médicaments qu'il faudrait probablement introduire, même dans les stades les plus avancés, s'ils n'ont pas été faits avant. Évidemment, plus vous attendez, ben, moins vous avez d'intérêt et de néphroprotection. Tu peux passer à la diapo suivante. Je vous ai pas fait de diapo. Oh, bah là, wow. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a d'autres traitements qui sont arrivés sur le marché. Et nous aussi, on va arriver à avoir nos 4 fantastiques de la maladie rénale chronique. Enfin, sur le papier, puisqu'en France, évidemment, il y a un des fantastiques qui est resté à la douane.
c'est la finérénone. Elle n'est pas disponible en France. Elle le sera peut-être jamais, ou elle le sera peut-être un jour, ou peut-être pas celle-là, une autre. En tout cas, aujourd'hui, on a des forts niveaux de preuve. Donc, pour les bloqueurs du SRAS, ça fait une 30 à 40 ans. Les ISGLT2, ça va faire 10 ans que maintenant, les premières choses nous disent que ces médicaments sont des pierres angulaires et ils sont maintenant dans les KDIGO 2024. On a la finérénone chez le diabétique pour l'instant, puisque c'est les essais qui ont été menés, qui a montré effectivement une néphroprotection intéressante. Son association avec l'empagliflozine dans l'essai Confidence qui est sorti l'année dernière. Et bien sûr, les analogues du GLP-1 qui, dans la population diabétique protéinurique et dans la population obèse non diabétique, a montré aussi des effets néphroprotecteurs. Évidemment, il y a aussi le penchant HFpEF qui est sorti avec le Mounjaro, enfin le Tirzepatide, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin l'autre, quoi, pas le semaglutide, l'autre. Et donc, il y a des preuves qui Tirzepatide. montrent que Tirzepatide, merci, qui montrent qu'effectivement, ces médicaments ont une action néphroprotectrice, mais aussi, vous allez le voir juste après, une action très probablement cardioprotectrice. Et là, donc, si vous avez vraiment la possibilité, quand vous prenez en charge la maladie rénale chronique, de prescrire au moins 2 de ces médicaments dans la population non diabétique, qui sont les ISGLT2 et évidemment, bien avant, les bloqueurs du SRA à dose maximale tolérée, vous êtes déjà dans une prise en charge de la maladie rénale chronique qui est dans les clous, mais aussi, on le verra probablement après, vous allez être très largement dans ce qu'il faut faire dans la HFpEF. Et donc, tu peux passer à la diapo suivante. Ça, c'est quelque chose qu'a déjà montré Guillaume, donc je n'y reviendrai pas en détail. La prise en charge de la maladie rénale chronique, c'est à la fois évidemment la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, puisque la principale cause de mortalité de nos patients reste et restera, je pense encore un moment, la pathologie cardiovasculaire. Donc prendre en charge ces facteurs de risque, c'est important parce que c'est réduire finalement le risque résiduel et bien entendu prendre en charge ces patients avec des thérapeutiques adaptées qui ont un fort niveau de preuve, les bloqueurs du SRA, les ISGLT2, les analogues du GLP-1 chez les patients diabétiques ou obèses non diabétiques. Et bien sûr, les bloqueurs non stéroïdiens, enfin les analogues, les antagonistes non stéroïdiens du récepteur minéralocorticoïde quand ils seront disponibles, et bien d'autres qui sont en développement. Mais en tout cas, voilà comment prendre en charge cette maladie rénale chronique. Merci beaucoup, Nance. Je voulais finir, moi, avec encore quelques mots sur le traitement d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. On va aller très vite parce qu'on a un petit peu de retard et puis surtout parce que Guillaume l'a déjà bien abordé. Je vous remets cet algorithme extrêmement simple des recommandations européennes d'il y a 2 ans, avec évidemment la place centrale des inhibiteurs de HLT2, dapagliflozine, empagliflozine, classe 1 chez les malades avec HFpEF, les diurétiques pour diminuer la congestion et évidemment le traitement euh, des étiologies autres, comme on a dit, et surtout des comorbidités cardiovasculaires. Juste un mot, et je conclurai peut-être là-dessus, on expandra le traitement s'il y a besoin au cours de la discussion, mais euh, ce qui est difficile dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, c'est l'hétérogénéité des patients avec une multitude de comorbidités. Et finalement, ça explique pourquoi très longtemps, on a eu du mal à trouver un médicament efficace chez ces patients parce que on mélangeait sous une seule entité des patients qui pouvaient être extrêmement différents, avec des comorbidités différentes. Et finalement, en allant un petit peu plus personnaliser cette approche, on arrivera sûrement dans le futur à être plus efficace sur ces malades. Euh, Ces comorbidités, Guillaume l'a très bien expliqué tout à l'heure, elles vont être métaboliques avec l'obésité, le diabète et bien sûr rénale avec la maladie rénale chronique. Et cette patiente illustre parfaitement, obèse, diabétique, maladie rénale chronique, elle a tout pour faire des événements cardiovasculaires et rénaux dans les années qui viennent, et ce par un mécanisme d'inflammation systémique qui va s'installer qui va entraîner au niveau de la cellule endothéliale une inflammation, qui va entraîner au niveau des cardiomyocytes un stress oxydant, et tout ça va mener à l'installation de fibrose, à un remodelage, à de l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui va mener à ce phénotype d'HFpEF. Et ça explique probablement pourquoi, malgré l'hétérogénéité des patients, les inhibiteurs de SGLT2 ont été efficaces. Donc, en propre réserve des livers, les 2 études avec respectivement l'empagliflozine et la dapagliflozine qui ont montré les effets bénéfiques dans cette population des inhibiteurs de SGLT2. Pourquoi ils ont été efficaces? Parce que finalement, ils vont réussir par leurs effets
à diminuer ce stress oxydant, cette inflammation, au niveau de la cellule endothéliale, au niveau probablement cardiaque directement également. Et ça, on l'a bien montré par exemple au laboratoire. Si vous stressez une cellule endothéliale avec des marqueurs pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 1, interleukine 6, vous allez entraîner un stress oxydant majeur au niveau de ces cellules endothéliales et vous pouvez réverser ces effets négatifs in vitro avec de l'empagliflozine. Et cet effet de protection cardiovasculaire a été également bien démontré cliniquement. Je vais m'arrêter là, ouvrir la discussion, répondre à vos questions et on reviendra un peu plus en détail s'il y a besoin sur ces traitements de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Merci à vous trois pour vos belles présentations. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Avant de commencer les questions, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées, moi j'avais une petite remarque. Au final, bah, comme vous l'avez dit, avec la modification du mode de vie, il y a des projections qui disent qu'il y aura entre 1 et 1,5 milliard d'obèses dans le monde et tout ça change le phénotype des maladies qu'on connaît. Et c'est pour ça du coup qu'il y a des classifications enfin, que les classifications qu'on connaît évoluent et que le syndrome cardio-néphro-métabolique, que je connaissais pas, est né. Et du coup, ce syndrome cardio-néphro-métabolique explique un peu une physiopathologie commune, explique le traitement commun entre la maladie rénale chronique et l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et c'était aussi la question que posait Maria Rosaria. Selon vous, qui doit assurer le suivi? Est-ce que c'est le cardiologue, le néphrologue, le médecin traitant, l'urgentiste qui a introduit les traitements? Ça pose un petit peu des problèmes, enfin des difficultés pour les patients d'être suivis. Est-ce que du coup le rôle des IPA, des hôpitaux de jour, enfin, quelles sont les expériences par exemple à Nancy, à Strasbourg, je sais qu'on développe pas mal les hôpitaux de jour pour suivre ces Alors, malades? pardon. Pour répondre à ça, oula. Nancy, tu veux commencer? Euh, sur Strasbourg, en tout cas, effectivement, le développement des hôpitaux de jour, alors nous, en néphrologie, notre hôpital de jour est vraiment pas centré sur ces problématiques, je dois le dire. On a effectivement des filières qui vont évaluer notamment le risque cardiovasculaire dans des situations comme le post-insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est des choses qu'on développe effectivement. Mais il y a des cliniques, notamment aux États-Unis, sur la prise en charge multimodale, avec effectivement une prise en charge qui est conjointe entre cardio, néphro et endocrino sur ces problématiques. Aujourd'hui, je pense que moi, je crois quand même vraiment que chacun a sa place pour prendre en charge ces malades, puisque finalement, c'est un syndrome qui évolue de façon évidemment pas forcément toujours à la même vitesse sur Mhm. les trois parties cardio, rénaux ou métaboliques, mais l'éclairage de chaque praticien va être important dans la gestion effectivement des organes. Enfin, un cardiologue va pouvoir être extrêmement performant sur effectivement le suivi de la fonction cardiaque, du risque cardiovasculaire et de l'état vasculaire notamment, de l'hypertension. Le néphrologue, lui, va effectivement être aussi à cheval sur l'hypertension, le rein et les complications de la maladie rénale. En fait, il y a vraiment, je pense, il y a quelque chose à construire qui n'est pas encore fait sur une évaluation multimodale du patient dans une même structure avec plusieurs praticiens. Et c'est vrai que nous, bah, à Strasbourg, nous, Mhm. on essaye déjà d'avoir un groupe de travail multispécialité sur des problématiques plutôt aujourd'hui centrées sur la recherche ou l'enseignement. Mais l'idée derrière, c'est probablement aussi d'amener effectivement des solutions de soins à ces patients en disant, voilà, on a un patient qui a un risque cardio-rénal-métabolique. Et là, je rejoins Guillaume sur le fait que ces classifications sont très élégantes pour faire beaucoup de littérature, de revues et voilà, mais finalement, quand on regarde Oui. notamment, par exemple, les syndromes cardio-rénaux de Ronco, bon, ben, la physiopathe derrière, on voit très bien qu'elle est pas, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Et en tout cas, cette classification, elle a plutôt tendance à être oubliée. Et donc, finalement, ce cardio-rénaux métabolique, c'est plutôt intéressant pour faire la lumière sur une physiopathologie commune, des traitements qui fonctionnent sur les trois volets, et donc qui expliquent bien qu'on lit bien ces trois volets dans une physiopathologie commune. Et donc, finalement, il y aurait une place, pas nécessairement pour une spécialité médicale qui traite les trois, mais pour qu'il y ait une synergie d'action et de lieu de la prise en charge entre cardiologue, néphrologue et endocrino. Ça, c'est une certitude. En tout cas, moi, je militerais Oui, pour oui, non, ça, c'est possible.
Il y a Je- des stages qui prennent des consultes d'ailleurs à plusieurs. Enfin, nous, par exemple, chez nous, je sais que les orthos, les infectios, des fois, pour les infections ostéo-articulaires complexes, ils ont des. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des consultes à plusieurs. Nous, on le fait pas du tout. Moi, je suis le seul du Grand Ouest, là, puisque je travaille chez Jean-Michel Alimier à Tours. Et c'est vrai que nous, on a une autre problématique, c'est qu'en plus, les cardiologues sont pas sur le même site que nous. Donc voilà, on essaye, comme vous à Strasbourg, d'essayer enfin, de dialoguer, de monter des projets, etc. Mais des fois, pour des raisons diverses et variées, c'est pas toujours facile de bien échanger ou de faire des trucs très très multimodaux, quoi. Juste, si je peux compléter, moi, voilà, donc ça s'améliore pas. Je travaille beaucoup sur les FMDS. Et ce qu'on a vu, quand on compare la France avec le Danemark, au Danemark, il y a moins de 20% des patients en soins cardiaques qui voient le cardiologue. La France, on va dire qu'on est à 60. Donc il y a déjà un problème, c'est qu'en France, il y a 100% qui doivent le voir et en pratique, il y en a 40% qui peuvent pas le voir. Mais au Danemark, les patients sont mieux traités qu'en France. Ça pose question, ça veut dire que l'important, c'est pas qui met le traitement, c'est est-ce que le patient il a le traitement. Je veux dire, on a créé des spécialités, néphro, cardio, sur un organe, mais c'est extrêmement grossier et on voit bien que les maladies ne sont pas limitées à un organe et c'est aussi ça l'intérêt. Et donc nous, je pense qu'il faut sortir du silo, hormis pour les patients extrêmement complexes. Oui, OK, 32 DFG, on a du mal à mettre les traitements, est-ce qu'il faut les mettre? Et c'est pas 90% des patients. Et le problème, c'est que moi, je milite pour médecin généraliste, IPA. J'aimerais que ce soit ça, parce que c'est le gros des patients et eux, ils voient 95% des patients sans cardiaque, on l'avait montré, voient un médecin traitant. Donc, on a vraiment un maillage par le médecin traitant qui est pas mal. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est finalement qui donne le médicament, on s'en fout. Et bizarrement, en insuffisance cardiaque, ceux qui reçoivent le moins de traitement, c'est ceux qui vont le mieux. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a une inertie et donc c'est là où je pense qu'il faut essayer de sortir du silo et finalement, les patients, on a les mêmes, on se les envoie, parfois ils rentrent plutôt par la MRC, parfois ils rentrent par le diabète, parfois ils rentrent par l'insuffisance cardiaque, mais il a un petit peu des 3 et donc moi je plaide pour dire: soit on crée une spécialité de médecin métabolique, quelle que soit l'origine, soit en fait, on n'a rien besoin de créer, on a le patient sous les yeux. Il faut nous améliorer un petit peu, suivre un peu les recommandations, que le cardiologue aille un peu vers le diabète, un peu vers la néphrologie. Pour 80% des patients, ça va aller. Pour le quelques patients complexes, et ben dans ces cas-là, oui, bien sûr qu'on l'adresse, qu'on en discute avec nos collègues, mais l'idée, c'est surtout, voilà, n'attendons pas que le patient voit combien de fois j'ai reçu des patients, on attendra qu'il voit le cardiologue pour introduire, on attendra qu'il voit et on se renvoie tous la balle et à la fin, bah, le patient, il a pas le traitement. Donc vraiment et dans des pays où il y a un accès aux spécialistes qui est très limité, le médecin traitant, il prend ça à son compte et ça marche très bien et en termes de mortalité de population, bah, c'est le plus important, c'est pas de voir le médecin, c'est d'avoir le médicament. Donc donc voilà, travailler là-dessus. Ouais. Et comme tu dis, on a des choses en amélioration. Moi, je vois, j'ai l'impression que enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les cardiologues font plus d'urine qu'à une certaine époque. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes sensibilisé plus à l'albuminurie. Voilà, il y a des choses qui arrivent comme la natriurése, comme Nance. Enfin, c'est un très vieux truc, la natriurése, mais peut-être qu'on est un peu plus sensibilisé. Comme Nance l'a montré, il y a des outils qui sont assez intéressants qui se développent. Donc ça, c'est vraiment super et je pense que comme tu dis, faut qu'on fasse tous des efforts chacun de notre côté et qu'on mette les choses. Moi aussi, j'avais Bah, juste... on a la chance, nous, d'avoir les médicaments que vous mettez aussi. C'est-à-dire que souvent, le FPF qui est un peu hypertendu, nous, on le voit, on lui met glyphosine d'emblée, puis souvent, on a un RAS inhibiteur parce qu'il est encore un peu hypertendu. Donc, on se dit, on fait pas si mal. Je pense que là où on est très mauvais, c'est quand il faut parler de régime alimentaire, de la quantité de protéines, les messages peut-être clés et d'autres messages de néphroprotection sur lesquels on n'est peut-être pas assez attentif, mais c'est vrai que sur les médicaments, souvent nos patients ont besoin des mêmes que les vôtres et c'est là où je pense qu'on a cette chance-là. Je sais pas ce que tu en penses, Antonin? Oui, oui, je suis d'accord, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, finalement, le patient un peu simple, HFPF, un peu hypertendu,
maladie rénale chronique, mais pas trop avancée. Je pense que, comme tu dis, notre chance, c'est que les médicaments sont communs, donc on va les mettre. Mais là où ça va se corser un petit peu, c'est quand du point de vue du cardiologue en tout cas, je pense, c'est quand la fonction rénale va s'altérer, on va avoir du mal ou peur d'introduire certains médicaments, les bloqueurs du système rénine-angiotensin, quand le DFG diminue. Et c'est là tout les connaissances qu'on doit acquérir sur le versant néphrologique ou la communication qu'on doit assurer, cette prise en charge multidisciplinaire qu'on doit avoir avec les collègues néphrologues pour ces patients un peu plus complexes. Ouais. Moi, j'avais juste deux autres remarques là pour changer un petit peu, mais par rapport à ce qui a été dit. Sur Antonin, là, ce que tu présentais sur BNP, NT-proBNP, resensibiliser les cardiologues, alors ça peut paraître évident pour certains, mais qu'il y a une élimination rénale, notamment pour le NT-proBNP, qui a une majorité d'élimination rénale, et donc forcément en cas d'insuffisance rénale chronique, c'est à prendre, enfin les taux bruts sont à prendre avec des pincettes et que c'est surtout intéressant sur la dynamique et que voilà, les cut-offs qui étaient présentés sont pas forcément valables dans la MRC. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'était sur ce que tu as dit, non, sur la tolérance par rapport à la kaliémie, sur tout ce qui est bloqueur du tube proximal ou alors enfin voilà, les autres diurétiques. C'est vrai que en pratique clinique, on est, enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous et quelle est votre expérience, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop embêté par l'hypocalémie, que globalement tout le monde sait à peu près la gérer, on supplémente et globalement ça rentre à peu près dans l'ordre. Par contre, il y a une étude qui est hyper intéressante qui a quand même fait un Nature Médecine qui s'appelle BARAC-D où ils ont essayé en fait de mettre de la spironolactone 25 mg chez des patients qui avaient une MRC de stade 3B avec comme outcome principal les outcomes cardiovasculaires. Et en fait, bon, il n'y avait pas de différence entre le groupe placebo versus spironolactone, mais le résultat était le plus intéressant était qu'à 6 mois, 2 tiers des patients arrêtaient la spironolactone pour des effets indésirables, sachant qu'ils avaient assez bien calibré tout ce qui était effet indésirable pour pas qu'il y ait un arrêt de spiro dès qu'il y avait plus de 5 de calémie. Mais globalement, voilà, il y a des médicaments qui sont plus difficile à manier quand il y a une MRC. Et ça va me permettre de répondre à une question du chat qui disait y a-t-il un seuil de DFG bas au-delà duquel on ne peut plus introduire d'IEC DARA2? Alors ça, il y a beaucoup de littérature là-dessus. La réponse est qu'il faut monitorer ces patients, notamment bah, voilà, leur faire des fonctions rénales au moins à 2 semaines, un mois, pour vérifier que justement ils tolèrent bien ces médicaments-là. Mais la réponse est il y a pas vraiment de seuil, on ne peut pas mettre, il n'y a pas de contre-indication. Il y a des patients qui sont en dialyse, il y a des patients qui sont en pré-dialyse, qui ont des IEC et des ARA2 chez qui ça se passe très bien. Il y a des profils de tolérance très très différents. Et donc, vraiment, je pense que le message le plus important est de monitorer ces malades et pas de leur introduire et de les laisser dans la nature et qu'ils se débrouillent. C'est vraiment, voilà, pas de contre-indication absolue, mais faire attention et essayer de bien surveiller ces malades. Voilà. Dans le Juste sur chat, la, on avait... Oui. ouais, sur l'académie, on a le pâtiromère et qui devrait, on espère arriver, gluconate de zirconium aussi, qui pourrait améliorer la tolérance. Et après, il y a des très belles données, notamment d'avoir une hyperkaliémie sous médicament. C'est pas du tout le même pronostic que l'hyperkaliémie sans médicament. Et ça aussi, c'est bon à rappeler. C'est un patient n'a pas le même risque d'événement cardiaque quand il a 5,5 sous MRA que s'il a 5,5 sans MRA. Et ça, c'est à prendre en compte. Il y a une espèce de... Voilà, c'est pas que le potassium qu'il faut regarder. Et il faut être tolérant, notamment parce que les bénéfices en termes de hospitalisation, mortalité sont extrêmement importants. Et donc 5,2, même 5,5, on tolère. Au-dessus de 5,5, bah, on essaie d'adapter les doses notamment, mais voilà, pas s'arrêter à la kaliémie. Et ils feront pas le même type d'événement, notamment quand ils sont sous traitement. Et plus l'insuffisance rénale chronique progresse, et plus pareil, il tolère des calémies assez hautes. Et on peut continuer sur les questions, ça te va, Anis? Ouais, il y avait une question de Mounir concernant la natriurèse, qui voulait savoir à partir de quand, après l'initiation de la déplétion, on peut mesurer cette natriurèse. Est-ce que c'est 6 heures, 12 heures, Non, c'est 2 heures. 2 heures? C'est 2 heures et 6 heures, c'est plutôt la quantité d'urine. La En gros, c'est diurèse, deux ouais. stratégies. Si vous avez la chance de pouvoir faire un Iono-U à 2 heures, ça vous fait gagner vachement de temps dans votre prise en charge, notamment pour adapter les traitements. Si le patient il arrive à
20 h le soir, vous êtes content d'avoir le iono à 22 h. Vous pouvez dès 22 h 30 adapter le traitement plutôt que d'attendre le lendemain 7 h. C'est ça le message, c'est de n'attendez pas, voilà, quand vous avez le iono à 2 h, vous pouvez adapter le traitement et savoir si le patient il va vous enquiquiner ou pas toute la nuit, ou au contraire s'il va bien répondre et vous allez a priori bien dormir parce que vous allez être très efficace sur l'OAP. C'est vraiment un Merci. outil de monitoring intéressant et sous-utilisé. Donc, Et du coup, si au premier ionogramme, on a une natriurése qui est faible, il faut intensifier notre traitement diurétique. Euh, et la meilleure stratégie, c'est d'augmenter le Lasix ou plutôt d'avoir une attitude combinée en combinant les diurétiques. En fait, je pense Ronan, que tu veux ça, peut-être c'est quelque répondre. chose sur lequel on n'a encore pas de réponse très claire. En fait, ce qui a été testé dans la littérature, c'est effectivement là la trend, j'ai envie de dire, c'est oui, il faut tout de suite double diurétiquer les patients. Mais en fait, tu vois très bien que dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que quand il y a une avidité sodique-rénale importante à la prise en charge, en fait, même la double durée, le double diurétique sera probablement plus en difficulté. Mm. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, alors moi je milite pour ça, mais c'est pas parce que je suis néphrologue, c'est que vraiment, comme l'a dit Guillaume, la natriurèse à la prise en charge, elle va vous permettre de rapidement vous dire si le malade va vous poser souci sur la décongestion. Et selon sa gravité initiale, ça va vous permettre finalement d'aller plus rapidement à des stratégies de double, de triple diurétique, voire même de proposer assez vite l'ultrafiltration, qui n'est pas du tout une stratégie qu'il faut enterrer, puisqu'il faut la réévaluer justement à la lumière des facteurs de risque de résistance aux diurétiques. Et donc aujourd'hui, il y a une autre complexité qui est que oui, c'est vrai que quand on fait un ionogramme urinaire, on peut avoir le résultat en 2 heures, mais c'est compliqué parfois de se dire qu'à la prise en charge, on aimerait bien avoir la réponse tout de suite. De se dire, bah voilà, ce malade, il a tant d'avidité sodique à la prise en charge, donc je vais d'emblée commencer la prise en charge avec une stratégie invasive. Et j'espère qu'on va pouvoir montrer qu'il y a des dispositifs, des point of care qui font de la natriurèse instantanée, qui marchent assez bien, qu'on est en train de tester, et qui sont des choses qui, comme un test de grossesse, de façon instantanée, ou comme une bandelette urinaire, donnent la natriurèse. Et ces éléments permettent d'adapter de façon instantanée, effectivement, à la prise en charge, une stratégie. Et aujourd'hui, les essais cliniques, ou en tout cas, ce qu'il faut réfléchir, c'est finalement, on a Advor, on a chlorotique, on ne sait pas trop, est-ce qu'on est plus hydrochlorothiazide ou acétazolamide? En fait, la question est parfois, probablement, que du furosémide seul, ça va suffire. Si vous avez une avidité sodique rénale qui est basse, il y a peu de chances que, enfin, il est fort à parier que finalement, une dose de diurétique adaptée, un monitoring bien fait sera suffisant, mais que ces stratégies qui finalement, le double diurétique initial, c'est essentiellement pour aller chercher très rapidement la meilleure natriurèse possible. Il y a des phénomènes d'adaptation sur le long cours du rein sur la natriurèse. Donc finalement, les stratégies d'implémentation diurétique, elles vont être moins efficaces. Et moi, je suis effectivement plus partisan de taper très fort au début et décroître rapidement plutôt que d'incrémenter, notamment sur les diurétiques. Et donc finalement, ça, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Mais ce qu'on Mm. sait, la dernière partie, c'est on sait qu'il y a des essais cliniques sur des critères intermédiaires qui sont monitorés la décongestion via la réponse natriurétique, ça augmente effectivement l'efficacité de la décongestion sur des paramètres comme la déplétion sodée, la perte de poids. Mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse sur des critères durs, type mortalité, réhospitalisation. Et en fait, ce qui se passe dans Advor, c'est que finalement, on commence l'article en disant il y a 20% de congestion résiduelle et c'est ça qui tue les malades. Et en fait, quand vous regardez le bras Advor, il y a 20% de congestion résiduelle, même si c'est moins important que l'autre bras. En fait, on est sur les mêmes niveaux. Donc, finalement, c'est bien les doubles diurétiques, mais c'est cette adaptation à un autre marqueur qui va être plus précis, qui va être notamment la natriurèse, qui permettra d'aller chercher un des meilleurs pronostics, à mon avis. et Ouais, on a une alors, question sur le ouais, cutoff. juste pour compléter, pardon, c'est extrêmement complexe parce que tous ceux qui travaillent sur ça, Mulin et compagnie, ils disent que ça ne sera que le but de la décongestion, c'est que la décongestion. Une étude positive sur la mortalité, c'est Impulse.
introduction précoce de l'empagliflozine, vous réduisez des outcomes durs à court terme. Donc, encore une fois, on a une phase où, en gros, les diurétiques, c'est pour faire sortir le patient plus vite. Après, entre l'œuf et la poule, on ne sait pas si ceux qui restent congestifs, c'est qu'ils sont plus graves. Et donc, ceux qui répondent bien aux diurétiques sont moins graves. Et donc, ça, ils le montrent dans toutes les études. C'est ce qui a été montré tout à l'heure. Si vous avez une bonne réponse en termes de natriurèse, probablement que vous êtes moins grave et que vous mourrez moins. Mais ce n'est pas parce que vous avez une bonne réponse que vous mourrez moins. Voilà, je ne sais pas si ça, c'est clair. Ce qui a été aussi montré, c'est ce qu'il faut, c'est suivre un protocole. Il y a pas mal de protocoles de l'HFA et puis il y a 2 études qui ont testé ça, Push-HF et puis une autre dont le nom m'échappe. Quand vous suivez le protocole, vous faites mieux que si vous ne le suivez pas. Et ce qui a été montré aussi, et Nance en a parlé, il y a eu un protocole géré par des paramédicaux avec un petit détecteur de natriurèse à 2 heures géré par les paramèdes, et ben, ça fait mieux que les cardiologues. Donc en gros, quand vous avez un protocole et que vous le suivez bien et qu'il est bien écrit, et des protocoles, maintenant, il y en a plein. Donc en gros, l'idée, c'est de suivre les protocoles. Et souvent, les protocoles en cardio, ils disent un patient qui a une petite dose de furosémide, 40, max 80, quand il rentre, vous doublez la dose, la même dose IV ou vous la doublez IV, c'est sûr qu'on ne fera pas une bithérapie chez quelqu'un qui est naïf de diurétique. On ira juste sur du furo, une petite dose de furo, sans signe de gravité. Si c'est que l'œdème des membres inférieurs, pareil. S'il est peut-être un petit peu plus sévère, bah pourquoi pas une bithérapie, mais ne pas oublier les SGLT2 très rapides, parce que ça décongestionne un peu et qu'en plus, c'est ce qui va améliorer son pronostic à moyen terme. Et du coup, pour compléter, il y avait une question sur le cutoff que vous utilisez pour la natriurèse. C'est 70 à 100 dans les papiers un peu cardio, on va dire. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, l'avidité sodique rénale initiale, je dirais que le cutoff, c'est 50. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 50 à la prise en charge, vous êtes face à un patient qui a une avidité sodique rénale qui est très importante. Et donc ça, c'est des patients chez qui vous allez avoir des difficultés. En tout cas, vous allez nécessiter plus de diurétiques. C'est très rarement des patients qui sont naïfs de diurétiques, hein. Ces patients, c'est des patients qui ont souvent déjà des fortes doses de diurétiques, qui sont hypochlorémiques, insuffisants rénaux chroniques. Enfin, en tout cas, vous avez une typologie de patients. Mais l'avidité sodique rénale, c'est 50. Et effectivement, la réponse après après un challenge diurétique à 2 heures, ça va plutôt être une natriurèse haute, au-dessus de 70, voire, comme tu l'as dit, Guillaume, au-dessus de 100. Faites-le, faites-vous votre expérience. C'est probablement peut-être pas ce qu'on fait, ni les cardiologues, ni les néphrologues, mais vous allez voir que si vous commencez à regarder un petit peu les profils patients en les évaluant sur cette réponse natriurétique, vous allez assez facilement mettre en évidence effectivement là où vous avez été mis en défaut. Ce sera assez souvent parce que votre réponse natriurétique sera insuffisante. Et finalement, ce que tu dis, Guillaume, et en fait, c'est ça la clé, hein. Et en fait, il ne faut pas attendre 24 heures pour réévaluer sa stratégie de décongestion. Et c'est probablement là où, quand on dit il faut faire une natriurèse à 2 heures, c'est aussi on va voir le malade, on le réévalue. Et finalement, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que vous avez mis un traitement, il ne faut pas attendre 24 heures dans une situation comme l'insuffisance cardiaque aiguë, l'OAP, pour réévaluer le malade, en fait. Et c'est ça la clé aussi. C'est dire, en fait, on réévalue très probablement dans certaines situations trop tard. Et ce qui nous permet de mieux réévaluer, c'est de protocoliser avec des points plus précoces, quoi. Mm. Et si je peux compléter, c'est aussi la fluctuation de la créatinine. Il y a 2 situations extrêmement différentes. Vous mettez des diurétiques, la créate augmente. La question, c'est de savoir est-ce que le patient est en train d'être décongestionné ou pas. Le patient qui a la créate qui augmente et qui répond très bien aux diurétiques, on s'en fout. C'est pas associé à un mauvais pronostic. À moyen terme, il mourra avant de son insuffisance cardiaque. Donc cette fluctuation de fonction rénale ou en tout cas des chiffres de créatinine ne doit pas vous inquiéter, et regardez le niveau de congestion, éventuellement lever un petit peu le pied parce que vous êtes allé un peu fort, mais ça va vite se rééquilibrer. Le patient qui augmente ses chiffres de créate, chez qui vous n'arrivez pas à obtenir la levolémie, celui-là, c'est le début des embêtements pour lui et pour vous, parce qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Donc voilà, mais je vois trop souvent des arrêts
total de diurétique parce qu'il a pris 30 points de Creator qui réagit très bien. C'est juste qu'on est en train de le sécher un peu en intravasculaire. Il faut le temps que tout ce qui est dans l'interstitium revienne dans l'intravasculaire et c'est pas associé à un mauvais pronostic dans les études d'insuffisance cardiaque. Et merci de le rappeler. Peut-être, il y a une dernière question, parce qu'on a répondu à certaines questions directement dans le chat qui nous paraissaient peut-être un petit peu plus simples. C'est une question d'un néphrologue qui demande s'il reste, alors ça sort un petit peu des topos qu'on a fait, mais s'il reste une place dans les stratégies des digitaliques, un médicament qu'on n'aime pas trop, nous les néphrologues. Et Oui, mais je pense que c'est un néphrologue averti parce qu'effectivement, il y a eu l'étude Digit HF qui a été présentée à l'ESC là, il y a quelques semaines et donc qui montrait que la digitoxine améliorerait le pronostic sur, c'est un peu de mémoire, j'ai pas révisé avant là sur la question, mais sur hospitalisation pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. C'était une étude allemande avec des profils de patients un peu particuliers parce qu'un petit peu plus jeunes que les patients habituellement qu'on voit en insuffisance cardiaque. Mais on va beaucoup en entendre parler, ça va relancer un peu le débat. La digoxine, il y avait des années un DIG-HF qui montrait essentiellement une réduction des hospites pour insuffisance cardiaque. Donc voilà, c'est pas exclu que la digitoxine, la Ah, digoxine, en tout cas en fonction des formes, revienne un peu dans l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Pour compléter, Guillaume, c'était aussi bien DIG-HF que DIGIT-HF, c'était des patients avec FEVG altéré. Donc, c'est pas mais dans comme DigitalHF, c'était patiente pas la digoxine, c'était vraiment la digitoxique, qui est digitoxine. un métabolisme un Ouais, peu différent. Ouais. tout à fait. eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'il est déjà assez tard. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Bah, merci à nos trois orateurs surtout pour le travail qu'ils ont Mm. fait. J'espère que le cas clinique et puis le topo de Guillaume vous aura vraiment plu. Je remercie aussi le CCF et puis le CJN pour avoir monté ce projet en commun, et puis notre partenaire Boehringer qui nous a soutenus sur ce projet. Et puis je vous dis à bientôt. On essaiera du coup de mettre en ligne la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas pu assister ce soir. Bonne soirée à tous. Merci à Merci à tous. tous. Merci à tous, à bientôt. À bientôt.